Oui, professeur, quelle pourrait être, c'est la dernière question, quelle pourrait être donc la suite? Est-ce qui va finalement se plier devant l'autre? Parce que nous savons également que la France est en difficulté en Afrique. Est-ce que vous pensez que face à ce chantage de Denis Sassou Nguesso, elle va résister, céder? Comment ça pourrait se passer? Vous savez, Christian, si en 2015, Hollande a cédé parce que c'était une affaire politique, c'est-à-dire qui n'avait rien à voir avec la justice française. Voilà. C'était, disons, pour permettre à Sassou Nguesso, disons, de jeter une fois de plus sa propre constitution dans la poubelle. Et puis, effectivement, briguer, comme on y est là, puisqu'il va aller vers son cinquième ou sixième mandat. C'était une affaire essentiellement, disons, politique. Là, nous sommes dans une affaire judiciaire qui est entre les mains de la justice française. Donc, je ne vois pas. Et d'ailleurs, je suis sûr que, puisqu'il y a quand même une ambassadrice française au Congo, elle a dû lui dire, mais ça ne dépend pas de nous. Nous n'y pouvons rien. Mais seulement, M. Sassou Nguesso, victime de son fonctionnement, lui, il n'arrive pas à comprendre qu'un président français n'arrive pas à maîtriser, disons, sa propre justice. C'est une confusion totale. Hein. Aujourd'hui, pourtant, il voit comment l'ancien président Sarkozy est entre mains et des griffes de la justice. Aujourd'hui, nous faisons effectivement cette interview. La principale candidate de l'opposition, Marine Le Pen, vient d'être condamnée. Alors, lorsqu'on lit évidemment la lettre adressée au juge français par Denis Sassou Nguesso, je me suis intéressé, c'est pratiquement, voilà, l'avant-dernier paragraphe. Je vais relire pour l'intérêt de nos chers internautes. Nombreux sont les Français qui travaillent au Congo et qui participent à l'économie de notre pays. Je veux espérer qu'ils n'y seront jamais aussi maltraités que nous le sommes à travers votre instruction. Quelle Voilà. interprétation faire de ce paragraphe? On a là une des facettes du pouvoir de M. Sassou Nguesso. Je n'ai jamais cessé de vous dire, cher Christian, que M. Sassou Nguesso est un redoutable maître chanteur. Il sait que, effectivement, ce qui tient à cœur notamment ces pays, hein, autrefois on disait pays capitalistes, c'est les affaires. Et lui, selon ses proches, a toujours évoqué ceci que si on veut tenir, disons, l'Occident, c'est toujours par le fric, c'est toujours par l'argent. Et donc, il se dit, en faisant état de cela, je touche le nerf sensible, qui est effectivement les affaires, qui sont les affaires, qui est l'intérêt. Et donc, il se dit, ben voilà, donc c'est ça, Oui, c'est mais son ça profil. s'apparente évidemment à une menace, mais il est allé beaucoup trop loin, au point de menacer les expatriés français qui vivent au Congo. C'est du chantage, il se dit, en faisant cela, c'est-à-dire en mettant effectivement en balance ce qu'il est capable de faire, il pousse donc effectivement les intérêts français au Congo à faire pression sur le pouvoir politique et au pouvoir politique à faire pression sur la justice. C'est cela. C'est du chantage. Voilà. Donc, je vais pousser effectivement les intérêts français, c'est-à-dire les réseaux financiers français au Congo, à faire pression sur le pouvoir politique de telle sorte que le pouvoir politique puisse intervenir sur la justice. C'est du chantage. C'est comme Et vous ça. pensez Ça que c'est juste du chantage, il ne peut pas mettre ça à exécution, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre RCT. Bienvenue dans ce numéro du droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, professeur Félix Bakunda-Mpele, enseignant-chercheur, juriste politologue, consultant, constitutionnaliste. Bonjour, professeur. bonjour Christian Ferrand. Très heureux de vous avoir encore sur notre plateau. Professeur, nous allons revenir sur le mandat d'emmener à l'encontre de Madame Sassou, Antoinette Sassou Nguesso. Son époux avait déjà prévenu, dans une lettre adressée au juge Serge Tournaire, qu'en cas d'émission d'un mandat à l'encontre
de sa femme, elle ne se présenterait pas. Et c'est ce qui s'est produit le 4 mars dernier où Antoinette Sassou Nguesso a préféré prendre la poudre d'escampette que de répondre à ce mandat d'emmener, dans un premier temps, d'abord la forme, la lettre que Denis Sassou Nguesso adresse à un juge français, une lettre de menace, il faut le préciser, un chef d'État qui s'adresse directement à une juridiction étrangère. Est-ce logique? Question? Merci pour cette question, Christian Ferrand. Les gens ne peuvent pas comprendre à quel point justement ce geste montre ou demande le fonctionnement de M. Sassou Nguesso. Nous l'avons souvent dit, mais là, c'est effectivement, disons, une démonstration supplémentaire. Dans le courrier qu'il adresse, donc, qu'il avait adressé, puisque c'est l'année dernière, donc, au juge français, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que son statut ne lui permet pas effectivement de se défendre. Mais, enfin, lui, il intervient auprès du juge français. En Ça fait, il dit signifie quelque quoi? chose et il fait son contraire. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, qu'il fait une lecture sélective, disons, des situations. Quand ça l'arrange, c'est bon. Quand ça n'arrange pas, c'est mauvais. C'est tout. Mais il ne prend jamais le texte dans son intégralité. Et vous trouvez ça dans le mode de fonctionnement de Sassou Nguesso depuis 10 ans qu'il a commencé sa triste carrière politique. Je pourrais l'illustrer, je ne sais pas s'il faut déjà que je m'y lance. Je vous en Dans le prie, cas allez-y, précis, oui. ben, je dis ceci par exemple. Et vous remarquerez que, ben, effectivement, disons, dans cette correspondance, comme dès que l'affaire a débuté en 2010 avec la décision de la Cour de cassation, la décision de la Cour de cassation du 19 octobre, donc, non, du 9 novembre, pardon, du 9 novembre 2010, ben, ils disent que ben, c'est du néocolonialisme. Ils disent que c'est du racisme. Mais Christian, quand, disons, les autorités françaises, notamment M. Chirac, interviennent, disons, pour renverser un régime démocratique et l'installe, Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il ne parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Il ne dit pas ce que ça signifie. Hein? Un gouvernement étranger qui intervient au Congo pour renverser un régime démocratique et le classer, lui, qui avait été battu par les urnes. Comment on appelle ça? Je peux dire autre chose, Christian. Quand le 29 novembre 2014, à la suite du renversement disons, du président comparé, le président du Burkina Faso, Monsieur Hollande, donc, le 29 novembre, donc, à Dakar, intervient pour dire, marteler que désormais, tous ceux qui ont terminé leurs 2 mandats, conformément à leur constitution, doivent partir et ne peuvent pas briguer un troisième mandat. Le même discours revient.
que c'est du paternalisme, c'est du colonialisme, c'est du racisme même parfois. Et quand le 21 octobre 2015, alors qu'effectivement, il y a un mouvement à Brazzaville, c'est-à-dire que le 17 septembre donc 2015, la piteuse Cour constitutionnelle congolaise vient de rendre une décision contre la Constitution en lui autorisant de briguer un troisième mandat. Mais que le président Hollande rétropédale, c'est-à-dire le 21 octobre, il dit cette fameuse phrase. Le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Alors que M. Hollande sait bien que, disons, tous les référendums sont biaisés, sont faux. Dans le Congo-Brazzaville aujourd'hui, vous avez un chef d'État, ça fait 30 ans qu'il est là, la Constitution lui interdit de faire un troisième mandat, il est en train de modifier la Constitution avec la complicité du gouvernement français. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui et ses sbires? On trouve des panneaux d'affiches à Brazzaville dans tous les grands axes pour rappeler la phrase, disons, de monsieur Hollande. Là, donc, quelque temps après, quand Hollande disait le contraire, ils disent que non, c'est du paternalisme, que c'est du colonialisme. Mais quand il sort une phrase qui les arrange, en l'occurrence donc celle du 21 octobre, pour dire que oui, il peut effectivement organiser, consulter le peuple, eh bien là, c'est bon. Il n'y a plus de néocolonialisme, il n'y a plus, disons, de racisme. Eh bien non, voilà, le président, on en a bien parlé. Donc, c'est ça que je veux dire en signifiant que ils font une lecture sélective quand ça les arrange. Mais lui, et chez lui, c'est particulier, c'est très prononcé. Mais c'est ainsi pratiquement auprès des différents chefs d'État africains. Quand une situation s'arrange, ce n'est pas du colonialisme, c'est tout à fait normal. Quand ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent, eh bien non, c'est du racisme, c'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme. On peut parler là de l'ingratitude carrément affichée, c'est ça? Ingratitude. Moi, je parlais beaucoup plus, c'est moi l'égocentrisme, c'est-à-dire c'est le narcissisme politique. Voilà. C'est la lecture sélective. C'est bon. Ça veut dire que quand en fait, c'est du chantage en même temps. C'est du chantage en même temps. On croit effectivement le fait pour la juridiction française de faire ce qu'elle a encore. Je répète, Christian, je répète. La décision de la Cour de cassation française du 9 novembre 2010 ne condamnait pas le pouvoir de Brazzaville ou le pouvoir, parce que c'était pour les trois chefs d'État africains. C'est-à-dire, donc, il y avait le pouvoir gabonais, le pouvoir congolais et le pouvoir... Guinéen, je crois, oui. Voilà. Et encore d'ailleurs, on peut le dire, quand il parle du néocolonialisme, eh bien, la France n'a jamais colonisé, disons, la Guinée équatoriale. Donc, vous voyez tout de suite que ça ne tient pas. Bon, donc, cette décision ne les condamnait pas. Cette décision demandait à l'enquête de se poursuivre. Et donc, de donner la possibilité à ceux qui semblent-ils soupçonnés d'avoir détourné les biens de leur pays de venir effectivement justifier. En l'espace de 5 mois, 5 personnes, tous membres de la famille Sassou Nguesso, ont été mises en examen. Chef d'accusation, blanchiment de détournement de fonds publics commis en France. À raison de la mise en examen, je vais vous faire une nouvelle qui va vous surprendre, on s'en fiche complètement. On n'est pas concerné. Transparency dit que ces personnes ont fait tel et tel délit, sauf que pour dire cette chose-là, ils ont fait un faux et ils ont donc instrumentalisé des documents pour pouvoir déposer plainte. Eh bien, nous répondons, nous, que nous n'avons pas à répondre à des motifs d'une plainte qui est illégale, tout simplement. La défense a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie au jugement, avec dans la foulée une requête en nullité. Mais l'enquête menée par le parquet financier est très approfondie. L'entourage du président est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public via des sociétés offshore pour son train de vie personnel. Parmi les avoirs saisis en France, plusieurs biens immobiliers dans des quartiers huppés, dont la Villa Suzette à Vésiné, des voitures et de nombreux produits de grand luxe. Pour ce qui est du clan Sassou Nguesso, l'essentiel est fait. L'inventaire du patrimoine c'est fait, les mesures de saisie sont faites. Il y a sans doute encore un certain nombre de vérifications ou des membres du clan à mettre en examen. Oui, on pourrait s'acheminer vers une clôture de l'information à la fin de l'année et un procès peut-être fin de l'année prochaine. Le premier procès de l'affaire dite des biens mal acquis s'est achevé le 6 juillet dernier à Paris. Ce n'était pas une condamnation, parce que la Cour de cassation intervenait en l'occurrence, puisque c'est la première fois dans cette affaire, comme juge de droit et non juge de fond. C'est-à-dire qu'il ne traitait pas le fond de l'affaire, mais il demandait uniquement à la justice de continuer l'instruction. Autrement dit, de permettre justement à ceux qui détiennent leurs biens de venir justifier, c'est-à-dire de fournir effectivement les pièces à conviction. Donc c'est quand même contradictoire.
on leur donne la possibilité justement de venir démontrer ils ont acquis effectivement leurs biens dans des conditions tout à fait justes et légales. C'est tout. Donc voilà quand même la grande En contradiction. sorte, ils sont suspectés de blanchiment d'argent, de fonds, de capitaux. Voilà. Soupçonnés. Donc, c'est à eux de venir démontrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils refusent tout simplement de se justifier. Ils veulent tout simplement que ça soit traité, disons, dans leurs tribunaux. Mais pourquoi les tribunaux africains? C'est-à-dire que ce soit le tribunal, disons, de la Guinée équatoriale du Congo, ne se sont jamais prononcés sur l'affaire. Voilà que maintenant, prenons le cas du Gabon. Quand le régime qui était effectivement soupçonné a été renversé, maintenant la justice est en train de se tenir. Donc, ils ne peuvent pas invoquer là. Non, c'est parce que justement, ils tiennent la justice qui se disent il faut que les multiples affaires du Congo auraient pu déjà faire l'objet d'un procès au niveau de. Mais il y a autre chose que je vais souligner, chère Christian. Quand je parle de lecture sélective ou de lecture, ou tout simplement, écoutez, disons, de mépris de la justice. Moi, j'ai entendu, lui-même l'invoque, hein, dans le courrier qu'il adresse donc au magistrat français, que lui, il est tenu effectivement par un statut qui ne lui permet pas de se défendre. Il invoque là le fameux droit international, disons coutumier, disons qui protège les présidents. Mais pourquoi Sassou Nguesso et le Sesbir et ses turiféraires ne font pas état de la convention de Mérida, qui est du 31 octobre 2003, qui a été une convention, hein, disons, sous la houlette des Nations Unies, qui a été initiée disons, par le président nigérien, le président Obasanjo, pour dire que Obasanjo, qui est un ancien président nigérien, parce que là-bas, la corruption était sans égale. Vous savez, notamment, disons, le phénomène Abacha avec des milliards, disons, de dollars. Et bien donc, le président Obasanjo, se rendant compte que le phénomène prenait une grande ampleur, effectivement, disons, dans le continent, a initié effectivement cette convention et l'a placée sous le règle des Nations Unies. Donc, le Congo a ratifié. Le Congo l'a ratifié le 13 juillet 2006. La France l'a ratifié le 11 juillet 2005. Autrement dit, en matière de corruption et de délinquance financière, le Congo est obligé de coopérer pour effectivement limiter la délinquance financière. Bon, donc, comment il peut invoquer, lui, et se dire, y compris, disons, j'ai vu un de nos compatriotes intervenir dans une chaîne, disons, continentale ici en France, dire que non, ça ne s'applique pas parce que effectivement le président et sa famille est protégé par le droit international. Mais pourquoi il n'invoque pas la Convention de Mérida du 31 octobre 2003 qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2004, effectivement, là. Voilà, qui est entré en vigueur et que la France a ratifié, que le Congo a ratifié, je viens de vous donner les dates. Ce qui veut dire que M. Sassou et ceux qui le protègent ne peuvent pas, disons, faire une lecture sélective, c'est-à-dire voir, disons, la convention qui les protège, mais pas la convention qui les oblige effectivement à combattre, disons, la délinquance financière et la criminalité financière. Voilà, donc c'est... Alors, mais donc, on revient sur le cas Antoinette Sassou Nguesso qui, je le rappelle, a pris la poudre d'escampette le 4 mars dernier, alors qu'elle était sous mandat d'emménager, rappelé d'entrée de jeu. Évidemment, c'est, je crois, la demande de son époux qu'elle ne s'est pas présentée. Et maintenant qu'elle s'est soustraite à la justice ou à la justice française, quels sont les risques encourus? Les risques encourus, cher Christian, le premier constat, c'est qu'ils refusent de coopérer au fonctionnement de la justice. C'est qu'ils se mettent à dos la convention que je venais de citer, c'est-à-dire la convention de Mérida, qui oblige, parce que le Congo, Sassou Nguesso, a bien autorisé la ratification de cet accord, de cette convention. Donc, il est bien obligé. Donc, ils se mettent à dos cette convention. Donc, ils retardent. Ils ne font que retarder. Mais en fait, j'ai moi tendance à penser tout simplement que la justice, de façon indirecte, le juge a voulu montrer effectivement que ces autorités, en l'occurrence donc les autorités congolaises, trichent bel et bien avec leur pays. Puisque moi, quand j'entends les gens dire que, ben oui, le président a le droit de défendre son épouse, mais le président a l'obligation de défendre les biens du peuple. C'est ce que signifie effectivement cette convention. Que le président
a le devoir, effectivement, de protéger les biens. Ça, c'est la Convention, mais déjà dans la Convention congolaise, c'est également écrit. Donc, de façon implicite, ou peut-être même explicite, peut-on dire, à partir du moment où, effectivement, ils boudent la justice, ils demandent par là qu'effectivement, ils ont bel et bien, disons, mis main basse, effectivement, sur les biens collectifs. C'est tout à fait. Donc, en quelque sorte, ils valident eux-mêmes leur condamnation. Le moment venu, c'est ce qui se fera, puisque ce que leur demande la justice, c'est uniquement de venir auprès d'une juridiction indépendante, de montrer les pièces à conviction pour justifier qu'ils ont acquis leurs biens normalement, ce qui ne peut pas justifier. C'est aussi simple que ça. Hein? Puisqu'il n'y a pas eu de condamnation. C'est l'instruction chrétienne. Il faut le rappeler. Nous sommes la phase d'instruction. Conformément à une convention internationale, une convention tout simplement, que le Congo a ratifiée, je rappelle bien, le 13 juillet 2006. Voilà. La Alors, convention oui, professeur, lorsqu'on en vient à l'humilité présidentielle, vous en avez déjà évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut revenir pour comprendre comment ça fonctionne, à quel moment l'épouse d'un chef d'État est protégée, les membres de sa famille, comment ça fonctionne? Et nous reviendrons sur le cas Antoinette Sassou Nguesso, et tout le monde le sait qu'elle était à Paris pour séjour privé. Comment ça fonctionne d'abord, la protection de l'épouse du chef de l'État? Et bien sûr les membres de sa famille. D'abord parce que c'est pas ricochet. C'est pas ricochet, c'est-à-dire qu'on estime que les proches du président, et notamment l'épouse, sont protégés du fait que, effectivement, le chef d'État est protégé. Et il faut bien dire, disons, le contexte. Pourquoi? On estime qu'ils remplissent, disons, une mission particulièrement importante et qu'il faut éviter effectivement, en raison de l'importance de ces fonctions, ils puissent être gênés ou qu'ils puissent subir des chantages. Vous voyez, des chantages qui leur empêchent effectivement de bien remplir leur mission. Donc, ils bénéficient d'un statut privilégié. Vous voyez, un statut privilégié au nom du bon fonctionnement, effectivement, au nom de leur mission, qui est une mission particulière. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas parce que mais c'est parce qu'effectivement, ils exercent cette fonction. Et cette fonction qui est au service de l'intérêt général. Vous voyez? Et curieusement, eux, ils détournent effectivement les prérogatives qui leur sont reconnues pour commettre justement le contexte, c'est-à-dire pour aller à l'encontre de la mission qui est la leur, c'est-à-dire celle qui est, de protéger le pays, la nation, protéger les biens de, voilà, du pays. Ouais. Ils détournent. Voilà donc la mission. Et c'est pour ça que l'on se dit, pendant cette période-là, où ils sont en fonction, il vaut mieux qu'on les préserve, qu'on les protège de telle sorte que la mission ne puisse pas connaître des obstacles. Et eux, ils contournent effectivement les prérogatives qui leur sont reconnues pour, au contraire, effectivement, eux-mêmes, en quelque sorte, disons, torpiller la mission, disons, de protection des biens de leur pays. Et voilà ce que je peux dire. Et donc, c'est ça. Ce qui fait que quand ils ont terminé leur fonction, bon, maintenant, la question que vous avez posée, l'œuvre, mais parce que, effectivement, l'histoire démontre que quand, effectivement, on veut s'en prendre à une personnalité, on va, effectivement, en quelque sorte, s'en prendre à ses proches. Vous voyez, aux enfants, à madame, et ça, effectivement, l'être humain avec, effectivement, en quelque sorte... Est-ce que c'est beaucoup plus cette image que Denis Sassou Nguesso a privilégiée, c'est-à-dire, pour lui, on s'en prend, disons, à son épouse, c'est parce que, en fait, par son épouse, on veut l'atteindre, lui, parce que c'est ce qu'il veut. Justement, parce qu'il connaît forcément avec l'expérience, avec le temps il est resté au pouvoir, il a fini par comprendre qu'effectivement, le président doit être protégé pour cela, et c'est pour ça qu'il s'y réfère, pour dire, mais enfin, mais on est en train de faire pression sur mon épouse, en quelque sorte, me faire du chantage. Voilà, parce que la philosophie de la protection pour le président, pour un président, c'est justement celle-là. Donc, il s'y réfère, alors que justement, ses privilèges, ses prérogatives lui sont reconnus pour assurer sa mission, disons, qui est d'une importance particulière. Donc, effectivement, disons, il évoque pour cela, pour dire, mais enfin, on fait comme pour dire, je ne suis pas le seul, il y a d'autres chefs d'État, mais il doit être protégé pour ne pas tomber dans le chantage. Voilà qu'on est en train de faire le chantage. Voilà. Donc, il a bien compris la philosophie, effectivement, du statut du chef d'État, mais en même temps, il refuse de voir l'autre partie, c'est-à-dire ce qui va avec, c'est-à-dire cette philosophie, ces prérogatives, ne lui sont reconnues que justement parce qu'il doit protéger les biens, disons, de la collectivité.
C'est un détournement, effectivement, de prérogative. Un détournement de prérogatives. Alors pour Denis Sassou Nguesso, c'est une forme d'instrumentalisation, d'ingérence dans les affaires voilà, intérieures du Congo-Brazzaville, vous l'avez rappelé, et il se pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi est-ce que c'est la justice française qui doit le faire et non la justice congolaise. Alors que les biens, évidemment, là, on parle bien des immobiliers qu'ils ont achetés en France. Est-ce que c'est faisable que le Congo, par exemple, la juridiction congolaise s'intéresse aux biens achetés par voilà, un chef d'État, mais dans un pays autre? D'abord, quand il le dit, ben, il ne rend pas compte d'autre chose. Le fait que nous sommes en dictature au Congo, que la justice congolaise ne s'est jamais saisie d'une affaire concernant les proches de Sassou Nguesso. C'est aussi simple que ça. Si c'était encore au début de son mandat, il pouvait dire, mais aujourd'hui, après plus de 40 ans d'exercice du pouvoir, eh ben, toute la presse du monde connaît les affaires, effectivement, qui accablent la famille Sassou Nguesso. Mais curieusement, la justice congolaise ne s'en est jamais saisie. Et j'étais en train de dire que ben, le Gabon avait le même discours. Comment se fait-il que dès le moment où le pouvoir qui était à Kabila, c'est-à-dire la famille Bongo, ben, n'est plus au pouvoir, maintenant la justice s'en saisit. Maintenant la justice s'en saisit. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème. Mais enfin, ça, nous le disons uniquement pour, je vais dire, disons, pour tenter de comprendre, d'étayer. Mais il n'est un secret aujourd'hui pour personne que ces gens-là passent leur temps à piller leur pays. Hein. Je rappelle, j'étais encore de dire, là, disons, pillage à huis clos, de Xavier Harel, qui a parti, parce que là, on parle de ce qui est en France, mais dans d'autres pays, notamment, disons, en Grande-Bretagne. Là, effectivement, l'auteur rappelle à la page 45 de son ouvrage Pillage à huis clos que les biens de M. Sassou Nguesso et sa famille sont évalués à plus un milliard de dollars. Oui. Pourquoi en France? C'est pas compliqué. Parce que les biens se trouvent en France. C'est le principe de la territorialité. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, la France ne s'est pas saisie des biens de la famille Sassou Nguesso qui sont en Espagne, qui sont au Portugal, qui sont dans les pays africains, qui sont à Kinshasa. Donc, Mais si est-ce la que France dans le cadre, par exemple, le principe de de la compétence territorialité. universelle de la justice française, elle ne peut pas s'intéresser à ce dossier aussi? Mais je venais de rappeler, disons, la Convention de Mérida, la lutte contre la délinquance financière, contre la corruption, contre la criminalité financière. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'affaire d'un État. C'est aussi ça. La Convention, je rappelle que le Congo a ratifié, que la France a ratifié le 11 juillet 2005. Donc, à partir du moment où c'est au plan interne, mais je viens de dire, la France ne s'est pas saisie des biens de la famille Sassou Nguesso qui sont en RDC, par exemple. Elle ne s'est pas saisie des biens de la famille, disons, famille de la famille Sassou Nguesso qui sont, disons, en Espagne, ceux qui sont en France. Donc, le principe est connu par tous les juristes, c'est le principe de la territorialité. C'est ça. Voilà. Les biens se trouvent en France, donc c'est ces biens-là, effectivement, la justice française veut comprendre, et il y a beaucoup de procès-verbaux là-dessus, hein, que ceux qui veulent effectivement, disons, peuvent rechercher, trouver. Voilà. C'est le principe de la territorialité. Et puis, il y a la convention de Mérida que je venais de signaler. Alors, lorsqu'on lit évidemment la lettre adressée au juge français par Denis Sassou Nguesso, je me suis intéressé, c'est pratiquement, voilà, l'avant-dernier paragraphe. Je vais relire pour l'intérêt de nos chers internautes. Nombreux sont les Français qui travaillent au Congo et qui participent à l'économie de notre pays. Je veux espérer qu'ils n'y seront jamais aussi maltraités que nous le sommes à travers votre instruction. Voilà. Quelle interprétation faire de ce paragraphe? On a là une des facettes du pouvoir de M. Sassou Nguesso. Je n'ai jamais cessé de vous dire, cher Christian, que M. Sassou Nguesso est un redoutable maître chanteur. Il sait que, effectivement, ce qui tient à cœur, notamment ces pays, hein, autrefois on disait pays capitalistes, c'est les affaires. Et lui, selon ses proches, a toujours évoqué ceci que si on veut tenir, disons, l'Occident, c'est toujours par le flux, c'est toujours par l'argent. Et donc, il se dit, en faisant état de cela, je touche le nerf sensible, qui est effectivement les affaires, qui sont les affaires, qui est l'intérêt.
Et donc, il se dit, ben voilà. Donc, c'est ça. Oui, C'est mais son ça profil. s'apparente évidemment à une menace, mais il est allé Je te beaucoup dis, trop loin, au point de menacer les expatriés français qui vivent au Congo. c'est du chantage. Il se dit, en faisant cela, c'est-à-dire en mettant effectivement en balance ce qu'il est capable de faire, il pousse donc effectivement les intérêts français au Congo à faire pression sur le pouvoir politique et au pouvoir politique à faire pression sur la justice. C'est cela. C'est du chantage. Voilà. Donc, je vais pousser effectivement les intérêts français, c'est-à-dire les réseaux financiers français au Congo, à faire pression sur le pouvoir politique de telle sorte que le pouvoir politique puisse intervenir sur la justice. C'est du chantage. C'est comme Et vous ça. pensez Ça que c'est juste du chantage, il ne peut pas mettre ça à exécution, c'est ça? ça m'étonnerait qu'ils le fassent d'abord parce qu'effectivement, ben, ils sauront se défendre. C'est-à-dire que ça ne pourra que retomber sur le Congo. Puisque ben, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Je vais dire, disons, les acteurs financiers français au Congo n'y sont pas de façon régulière, irrégulière. Par contre, eux, les achats le sont de façon irrégulière, puisqu'il s'agit de malversations, puisqu'il s'agit d'abus de biens sociaux. Voilà. Donc, du point de vue du droit, les acteurs financiers français au Congo n'ont rien, disons, à se reprocher. Par contre, eux, ils ont quelque chose à se reprocher. C'est la pression. Parce que c'est comme ça qu'il avait agi en 2015. C'est effectivement les grands acteurs financiers français qui étaient intervenus auprès du président Hollande pour que Hollande rétropédale. Voilà. En 2015, à travers, effectivement, cette phrase du 21 octobre 2015. Donc, en fait, il utilise la même recette. Il se dit, ça a marché en 2015 pour le troisième mandat, pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui? Et il utilise les mêmes leviers, c'est ça. Il utilise les mêmes leviers. C'est du chantage. Voilà. Il dit ça a marché, ça doit encore marcher. Voilà. Et il faut signaler quelque chose, disons, cher Christian. Ce n'est pas par hasard également que le juge a mis, effectivement, disons, la lettre de M. Sassou Nguesso sur la place publique, c'est-à-dire sur la place médiatique. C'est parce qu'il se dit, on ne sait jamais si le pouvoir politique peut céder. Donc, en quelque sorte, il prend l'opinion publique à témoin pour dire voilà ce que le président. C'est intitulé comme tel, hein, parce qu'il faut bien le dire. Le Canard enchaîné a intitulé, disons, cette lettre comme telle le président du Congo menace un juge français. Allez. Donc, de la même façon Le que message est Sassou clair, Nguesso, oui, oui. le message est clair. Donc, en quelque sorte, le juge anticipe en se disant, ben voilà, on ne sait jamais où peuvent aller les intérêts. Il se peut qu'effectivement, disons le vœu de M. Sassou Nguesso puisse effectivement, en quelque sorte, disons, affecter le pouvoir politique et que le pouvoir politique, effectivement, nous fasse pression. Donc, il se dit, j'anticipe en mettant effectivement cette affaire sur la place publique médiatique. C'est comme ça. Donc, c'est pour anticiper les éventuelles pressions. Mais ça m'étonnerait. J'ai écrit quelque part que, à la suite de la décision de la Cour de cassation, dont j'ai parlé, c'est-à-dire du 9 novembre 2010, toute autorité politique qui tenterait effectivement d'arrêter le fonctionnement de la justice, en l'occurrence, signerait son acte de décès politique. Ça, je peux vous le garantir. Il signerait son acte de décès politique parce que la justice n'attend que ça. Et l'actualité est là pour le démontrer. Quand effectivement un homme politique essaie, disons, de s'en prendre à la justice, ça se retourne contre lui. Donc moi, je suis convaincu, c'est une façon de répondre, disons, à certains compatriotes ou d'autres qui disent, parce que sur les réseaux sociaux, on entend n'importe quoi, pour dire oui, c'est assez, disons, sélectif, ils n'interviennent pas, disons, pour les manias, disons, du Golfe, etc. Mais Christian, moi, je n'arrive pas à comprendre, disons, cette lecture. Je rappelle d'abord que le Congo, c'est une république. Je rappelle que le Congo a signé la Convention de Mérida. Je rappelle que les États dont il parle n'ont jamais signé la Convention de Mérida. Ils n'ont jamais signé, ils n'ont jamais ratifié. Le Congo a ratifié, la France a ratifié. Je rappelle encore, Christian, que le plus souvent, dans ces pays-là, qui ne sont pas des républiques, c'est des successions, c'est-à-dire c'est des héritiers. Ils héritent du pouvoir et ils héritent de l'argent. Donc, ça, effectivement, ils font la confusion. Je rappelle également, cher Christian, que le degré de pauvreté des habitants du Qatar ou, disons, d'autres pays, disons, de cette zone-là, n'a rien à voir avec le degré d'énuement des Congolais. Voilà. Mais restons au plan légal. Je dis ceci.
le Congo et le Congo comme la France sont tenus effectivement par la convention qu'ils ont citée, qu'ils ont ratifiée, la convention contre la délinquance financière, contre la criminalité financière, ce qui n'est pas le cas effectivement des pays du Golfe. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette confusion, surtout pour les juristes. Voilà, surtout pour les juristes. Ce n'est que l'application. Elle est, disons, je vais dire, sur Google. Hein. Il peut voir la convention de Mérida et puis voir ceux qui ont signé, ceux qui ont ratifié. Le Congo a ratifié, la France a ratifié les dates, je les ai données, ce qui n'est pas le cas, disons, des pays du Golfe, de façon générale, qui sont, je rappelle bien, globalement des monarchies. C'est des monarchies, ce n'est pas des républiques. Voilà. Donc, les obligations ne sont pas les mêmes pour les différents dirigeants de ces pays-là. Voilà. C'est bien dommage, évidemment, lorsque vous évoquiez tout à l'heure Canard enchaîné, un de ses commentaires, c'est de dire que les expatriés français au Congo sont prévenus, comme pour dire attention, il y a déjà une menace qui pèse sur vous, et comme quoi la France aussi prend cela au sérieux. Parce que, Christian, il faut le dire, dans ces pays, le plus souvent, il y a du fanatisme, c'est-à-dire il y en a qui vivent à la barre du pouvoir. Donc, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent, je ne le dis pas au hasard, je ne le dis pas au hasard, Christian. Quand il y a eu la décision de 2010, c'est pratiquement un conclave de l'élite mercenariale qui s'est réuni et qui avait assuré une réponse. Je rappelle bien où on trouvait à peu près, disons, tous ceux qui tournent autour du pouvoir. Je vois M. Mabiala qui était à son ministre de la Justice, je ne sais pas quoi. Je vois M. Mungala. Je vois M. Okemi, bienvenue. M. Okemi, bienvenue, va dire c'est du colonialisme et du racisme, c'est du colonialisme et du racisme. Il n'y a pas une décision condamnant, mais la décision de la Cour de cassation demandait justement aux autorités uniquement, c'est-à-dire à la justice, de continuer l'instruction. Donc, il n'y a pas de condamnation. Au nom de quoi ils peuvent dire que c'est du colonialisme? Monsieur Mabiala, ministre de la Justice, qui confond tout, ministre de la Justice qui ne connaît pas le droit, et monsieur Mungala disait que non, il y a une mauvaise lecture, effectivement, disant, de l'article 2, disant, du Code pénal, qui est d'interprétation stricte. Ils avaient oublié que c'est du droit européen et que le droit européen a une autorité supérieure par rapport, disons, à la loi pénale française. Vous voyez, ministre de la Justice, il fait cette confusion-là, en oubliant que le droit communautaire s'impose justement au droit national et que de ce point de vue, le juge ne faisait qu'appliquer le droit, disons, européen, qui est une autorité supérieure par rapport, disons, à la loi pénale. C'est ce genre de confusion-là. Et monsieur Laurent Tengo qui disait que, ben oui, c'est une atteinte effectivement à l'intégrité du pays, disons la souveraineté du pays. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la souveraineté? Qu'est-ce que ça a à voir avec la souveraineté? Je rappelle que la décision demandait de continuer l'instruction, mais il n'y avait pas eu de condamnation. La justice, au contraire, leur donnait la possibilité de venir se défendre. C'est tout. Voilà. Donc, et dans le cas présent, il y a un autre, évidemment, comme vous les appelez, les fans ou les fanatiques. Alors, cette fois-ci, c'est le Premier ministre Anatole Koliné Makosso qui est monté au créneau pour voilà, dire à qui voulait l'entendre, Madame Antoinette Sassou n'a enfreint aucune loi au Congo ni à l'étranger. Après, la question, c'est de savoir, mais si elle n'a enfreint aucune loi, pourquoi elle a fouillé alors? Mais Christian, c'est là où je dis que quand j'ai l'habitude de dire qu'il brille par l'incongruité, la mauvaise foi, c'est la justice française leur donne la possibilité de venir justifier leur bien. Il n'y a eu aucune condamnation. Il n'y a eu aucune condamnation. La justice, en 2010, c'est-à-dire la Cour de cassation, la plus haute juridiction française en matière civile ou pénale, demande à la justice de continuer l'instruction. Parce que les montants étaient trop importants. Le pillage était. On disait à ce moment-là que la famille Sassou Nguesso avait plus de 18 biens immobiliers en France. C'est des montants importants évalués, disons, à des millions. On évaluait ça à ce moment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien plus encore. Pour les 3 familles présidentielles, c'était 160 millions d'euros. 160 millions d'euros. Cher Christian, comment un juge digne de ce nom peut rester, disons, indifférent, disons, par rapport à une situation aussi grave? Comment? Je rappelle que celui qui a initié cette convention, c'est un président africain, c'est le président Obasanjo.
C'est sous son initiative. Voilà. Donc, quand ils disent, mais enfin, mais tout ce qu'on lui demande, c'est effectivement de venir justifier, c'est bien, c'est pas compliqué. Il n'y a encore eu aucune décision de fond, Christian. C'est l'instruction. Et le juge autorise effectivement cela au nom d'une convention que le Congo-Brazzaville a ratifiée. Voilà. Donc, c'est pour abuser de nos compatriotes. Bon, nous étions en train de parler. Enfin, c'est quoi, justement? C'est que le plus souvent, ce qu'ils font, c'est que quand il y a une décision comme celle-là, ils mobilisent la petite base qui va effectivement se mettre, disons, à manifester tout pour dire que les Congolais luttent contre le paternalisme, contre le colonialisme et puis le racisme. C'est ça. Parce que c'est le point faible. Je vous ai dit une fois qu'il y a quelque chose qui me frappe toujours. Quand on voit les anciens ministres des Affaires étrangères, les premiers ministres français, ils utilisent tous le même discours. Je l'ai déjà dit, vous pouvez le regarder. Quand vous voyez Monsieur Dominique de Villepin, Monsieur Hubert Védrine, ils disent non, il faut éviter la moralité, il faut éviter effectivement. Mais je dis tout, mais enfin, mais de qui vous parlez? Ceux qui invoquent cet argument, ce sont, je vais dire, disons, la classe délinquante dans les pays africains. Ce n'est pas le peuple. On ne voit pas en quoi le peuple qui est justement dépouillé va lui-même, en quelque sorte, disons, s'opposer à ce qu'on puisse défendre ses intérêts. Donc, ils prennent le discours, parce que ce qui va se passer, hein, donc, ils vont mobiliser leurs fanatiques. Les fanatiques vont se mettre à manifester au Congo pour dire le colonialisme, le néocolonialisme. Ça, c'est lui-même a donné le temps, là, il parle du néocolonialisme, justement, dans sa lettre. Voilà. Et après, au niveau de la classe politique française, il va y avoir un débat pour dire oui, oui, c'est pas à nous, disons, de donner de l'espoir. Ce n'est pas la morale. Et puis, ceux qui s'en plaignent, ce ne sont pas, disons, les peuples africains, ce ne sont pas les Congolais. Les Mais Congolais lorsqu'il n'attendent plus ça. parle, pardon, professeur, lorsqu'il parle du colonialisme, est-ce que c'est une manière pour lui de vouloir, en fait, revendiquer une petite casquette de panafricanisme? Premièrement, c'est parce que il sait en quelque sorte, disons, l'esprit de culpabilisation de la classe politique française. Je vous avais dit une fois que ceux qui étaient le plus embêtés par l'élection du président Obama aux États-Unis, c'était les dirigeants africains, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser le même argument qui consiste à culpabiliser les anciennes puissances colonisatrices. Donc, ils étaient beaucoup gênés par ça. Ils ne pouvaient pas le dire à un noir pour dire que c'est, comme le dit Sassou, effectivement, disant, comme le dit Bienvenue au Kenya, c'est du racisme. Ils ne pouvaient pas opposer cet argument à un président Obama qui est également, disons, noir. Ils ne pouvaient pas le dire. Donc, premièrement, c'est pour reprendre l'argument, disons, du début des indépendances ou disons la période coloniale, l'argument tiers-mondiste pour dire, ben oui, oui, c'est du colonialisme. Donc, là, il joue un peu sur la fibre africaine au niveau national comme au niveau international. Vous imaginez quand vous prenez, disons, ce que parfois moi j'appelle un peu les gourous, c'est-à-dire que ceux au niveau du continent africain qui tiennent le discours de l'anticolonialisme, est-ce que l'anticolonialisme qu'ils ont l'habitude d'opposer à la France a quelque chose à voir avec les biens mal acquis de M. Sassou Nguesso et sa famille? Absolument rien. Absolument rien. Voilà. Donc, ils font en quelque sorte, disons, la manipulation. Et ils essaient en quelque sorte, disons, de mobiliser sur une fibre connue qui est celle effectivement de l'anticolonialisme, alors qu'en l'occurrence, il s'agit des biens privés. Il ne s'agit pas des biens du Congo. Hein. C'est des biens, disons, de la famille Sassou Nguesso. Quel lien avec, effectivement, disons, le néocolonialisme? Absolument rien. Absolument rien, on va terminer, nous sommes à la fin de l'heure. Alors, dans cette même période, on est en train, bon, peut-être que c'est une illusion, mais on semble noter des relations un peu tendues entre Brazzaville et Paris. Denis Sassou Nguesso a déjà reporté ses visites 2 fois en presque un mois, et ça fait quand même réfléchir. Est-ce que c'est toujours dans sa logique de chantage ou comment interpréter cela? Dans sa logique de chantage, je répète, parce que ça lui réussit bien jusqu'à maintenant. Je rappelle, ça lui a réussi en 2015. Il a pu effectivement, en quelque sorte, stériliser, il a pu effectivement anesthésier la volonté, disons, de Hollande affirmée au sommet de la francophonie le 29 novembre 2014 à Dakar, qui disait que plus jamais je ne peux accepter que
dirigeants africains qui ont terminé leur demande. Il avait réussi. Donc, en fait, il utilise la même recette, le même levier. On dit, ça a réussi, je ne vois pas comment ça ne manquerait. Il faut rappeler, Christian, voilà, le 8 avril 2013, c'est Hollande qui est au pouvoir. Hollande avait déjà reçu les différents dirigeants d'Afrique centrale, sauf M. Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso tenait bien. Donc, quand il est reçu le 8 avril 2013, disons, à l'Élysée, et quand il sort de là, il donne une interview à France 24. Il est reçu par Feu Karim Fall. Et ben, effectivement, la première question qui lui est posée, c'est celle-là. Et il utilise les mêmes arguments qu'on retrouve aujourd'hui dans cette correspondance, où il dit, ben, non, c'est l'ingérence dans les affaires intérieures. Il n'appartient pas, disons, à la justice française de s'intéresser à ce qui se passe au Congo et réciproquement. Est-ce que vous vous estimez harcelé par les deux juges qui sont en charge de cette affaire? Est-ce que vous parleriez de harcèlement? Bon, de harcèlement, de manipulation, de traitement injuste, ce n'est pas seulement par les deux juges, puisque nous sommes en face des médias. On pourrait aussi dire de harcèlement par les médias qui ramassent souvent n'importe quoi et le diffusent, mais cela ne nous retire pas le sommeil quand même. Alors vous parlez de non-ingérence, donc est-ce que ça veut dire que pour vous, le travail des juges, c'est de l'ingérence dans les affaires intérieures du Congo? Oui, et manifestement. C'est comme si les magistrats congolais venaient se saisir d'une affaire. D'abord, il faut établir l'affaire, mais dire d'avance qu'il s'agit des biens mal acquis et sans le prouver, est déjà une manière assez curieuse de traiter des dossiers. Mais même s'il y avait délit établi, détournement ou corruption, je ne sais pas quoi d'autre au Congo, je pense que la justice française n'est pas habilitée à traiter des délits qui se produisent au Congo, pas plus que la justice congolaise ne pourrait venir ici en France prendre des affaires pour les traiter à Brazzaville. C'est le principe de non-ingérence et il est clairement établi comme ça. Mais la famille, aucune famille française n'est allée effectivement, disons, acheter des biens, disons, au Congo-Brazzaville, alors que l'inverse est vrai et indiscutable. Donc, vous voyez comment il embrouille. Donc, il utilise le même argument et ça a porté. Ça a porté puisque finalement, à partir de ce moment-là, en quelque sorte, disons, la situation est gelée. Mais, je répète, Christian, nous sommes sur la phase de l'instruction. Nous ne sommes pas sur la décision de France, c'est-à-dire où effectivement il s'agit de voir. Non, nous sommes juste là sur l'instruction. Et, je répète, les autorités congolaises, principalement M. Sassou, refusent absolument de respecter la convention qu'il a lui-même autorisé de signer, c'est-à-dire que le Congo a validé, qui est la convention de Mérida du 31 octobre 2003, qui est entrée en vigueur depuis le 14 décembre 2004. Il faut bien le dire. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors, donc, oui, professeur, quelle pourrait être, c'est la dernière question, quelle pourrait être donc la suite? Est-ce qui va finalement se plier devant l'autre? Parce que nous savons également que la France est en difficulté en Afrique. Est-ce que vous pensez que face à ce chantage de Denis Sassou Nguesso, elle va résister, céder? Comment ça pourrait se passer? Vous savez, Christian, si en 2015, Hollande a cédé parce que c'était une affaire politique, c'est-à-dire qui n'avait rien à voir avec la justice française. Voilà. C'était, disons, pour permettre à Sassou Nguesso, disons, de jeter une fois de plus sa propre constitution dans la poubelle. Et puis, effectivement, briguer, comme on y est là, puisqu'il va aller vers son 5e ou 6e mandat. C'était une affaire essentiellement, disons, politique. Là, nous sommes dans une affaire judiciaire qui est entre les mains de la justice française. Donc, je ne vois pas... Et d'ailleurs, je suis sûr que
puisqu'il y a quand même une ambassadrice française au Congo. Elle a dû lui dire, mais ça ne dépend pas de nous, nous n'y pouvons rien. Mais seulement, M. Sassou Nguesso, victime de son fonctionnement, lui, il n'arrive pas à comprendre qu'un président français n'arrive pas à maîtriser, disons, sa propre justice. C'est une confusion totale. Hein. Aujourd'hui, pourtant, il voit comment l'ancien président Sarkozy est entre mains et entre les griffes de la justice. Nicolas Sarkozy sort du tribunal en silence. Le parquet national financier vient de réclamer 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende contre lui dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. C'est sur les réseaux sociaux qu'il clame son innocence. Je continuerai donc à me battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir reçu de l'argent de la part du régime du colonel Kadhafi pour financer sa première campagne présidentielle. Selon le ministère public, l'ancien président serait le cerveau et le commanditaire d'un pacte de corruption indécent conclu avec le dictateur libyen. Contrepartie diplomatique, contre-argent liquide. L'accusation a aussi mis en évidence l'existence de visites secrètes entre des proches de l'ancien président et des intermédiaires libyens. Selon les procureurs, un faisceau d'indices prouve ainsi la culpabilité de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, où nous faisons effectivement cette interview, la principale candidate de l'opposition, Marine Le Pen, vient d'être condamnée. Marine Le Pen quitte la salle d'audience sans un mot, avant même que la durée de sa peine ne soit précisée. Elle vient alors d'entendre ce qu'elle redoutait le plus, sa condamnation à l'inéligibilité avec exécution provisoire pour avoir détourné et couvert le détournement de plus de 2 millions d'euros de fonds publics au profit du Front National. Le pire scénario pour la présidente du RN qui a aussitôt rejoint son équipe au siège du Rassemblement national. Aucun mot non plus à son arrivée au tribunal ce matin. À l'intérieur, des dizaines de caméras françaises et étrangères venues scruter les responsables du Front National, visage fermé. Seul Louis Alliot, ex-eurodéputé, laisse échapper un commentaire. On verra. Vous êtes inquiet? C'est un peu comme la loterie nationale, on ne sait jamais avant. Mais pour les juges, la décision n'a rien d'hasardeuse. Longuement, le tribunal aura expliqué sa décision, exposé les faits reprochés, démontré la responsabilité de Marine Le Pen, tenue informée des détournements et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Même en cas de procédure en appel, Marine Le Pen, qui reste députée, ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Dans ce même pays, le président Chirac a été condamné. Donc, c'était une façon de dire, mais enfin. Mais les faits, enfin, lui démontrent qu'un président français qui veut se mettre en difficulté n'a qu'à chercher à contrer la justice. Et puis, ça se retourne contre lui, je l'ai déjà dit. Voyez. Donc, c'est une confusion totale. Monsieur Sassou Nguesso ne peut pas comprendre qu'un président ne puisse pas contrer sa justice. Et donc, la question que vous avez posée, comment ça? Non, il n'arrêtera pas cette affaire-là. Je vous ai expliqué pourquoi, effectivement, le juge a envoyé, disons, le courrier qu'il a reçu de Sassou Nguesso auprès du Canard enchaîné et, j'imagine, auprès d'autres médias, pour dire, mais voilà, une façon de dire, ben, on n'arrêtera pas. Mais, enfin, il aurait pu se dire, l'affaire, disons, des biens mal acquis a précédé l'affaire, disons, du changement de la Constitution. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Une façon de dire que, dès le moment où ça tombe, effectivement, dans le panier de la justice, il n'y peut rien, alors absolument rien, ça, je peux vous le garantir. À un moment ou à un autre, effectivement, la décision de fond tombera. Je ne vois pas comment, effectivement, ça peut être autre chose. Elle tombera. Voilà. La question qui peut se poser en ce qui nous concerne, nous, en tant que Congolais, c'est tout simplement celle de savoir si, effectivement, la décision intervient, ben, nous aurons quelque chose. Voilà, c'est là le problème. Mais du point de vue, disons, de l'acte définitif, la décision tombera bel et bien, d'autant plus que les autorités congolaises elles-mêmes lui fournissent le prétexte qu'ils ont effectivement triché avec, c'est-à-dire que les griefs qui leur sont effectivement reprochés sont bel et bien validés par eux-mêmes. Donc, il n'y a plus de débat là-dessus. Parce que s'ils avaient acquis leurs biens de façon légale, Christian, où est le problème? J'ai écrit dès 2010 une réflexion qui est intitulée « Bien mal acquis participe du pouvoir mal acquis ». Dès 2000, c'est-à-dire à la suite de la décision de la Cour de cassation de 2010. Pourquoi j'avais écrit effectivement cette réflexion? C'était pour dire ceci. Entre nous, Christian, s'il n'y avait pas, disons, ce pillage indécent,
si la justice congolaise était indépendante, mais les autorités françaises n'auraient pas jugé cette affaire. Ce sont les juges congolais qui s'en saisiraient. Donc, c'est parce qu'on est dans un système despotique, dans un système dictatorial, que la justice congolaise ne s'en saisit pas. Hein? Donc, remarquez que les affaires se multiplient. Disons, chaque année, on revient là-dessus, mais pas une seule fois la justice congolaise ne s'en est saisie. Donc, si on n'était pas dans un système dictatorial, si on n'était pas dans un système, et le comportement de M. Sassou Nguesso le démontre, où effectivement le pouvoir judiciaire est saisi, tenu par le pouvoir politique, ce n'est pas une affaire, disons, qui serait jugée en France. C'est une affaire qui serait jugée par les juridictions congolaises. Et donc, c'était Oui, mais ça. le problème avec les juridictions congolaises, c'est qu'il y a eu, je crois, des plaintes déposées par une coalition des ONG au Congo, par exemple, sur la dilapidation des 14 000 milliards. Depuis 2 ans, personne ne se prononce là-dessus, ça n'avance pas. Dernièrement, et je rappelais cela d'ailleurs sur ce même plateau avec un autre invité, les ONG sont allées déposer une autre plainte sur les 6 milliards que déclarait Denis Sassou Nguesso le 28 novembre dernier, qui étaient volés chaque année dans voilà, la ligne budgétaire de la bourse des étudiants pendant des années en plus. Ces ONG sont allées déposer la plainte, mais la justice a refusé de prendre, d'accepter la plainte. En fait, les magistrats s'agitent, disent nous ne voulons pas avoir des problèmes avec le pouvoir en place. Et donc là, on ne sait pas s'ils ont pu déposer. On ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, c'est de cette justice que Denis Sassou Nguesso voudrait qu'elle prenne, évidemment, en charge son dossier à lui, alors qu'on sait bien comment ça se passe. Tout à fait. Et je vous ai dit que M. Makossa avait été reçu à TV5 Monde. Il dit que non, on n'a jamais porté plainte au Congo. Donc, c'est une affaire des pays étrangers qui veulent les mettre en difficulté. Vous venez de le rappeler, nous l'avons dit au cours, disons, de la dernière interview, dans l'avant-dernière interview, que ces affaires sont bel et bien, font l'objet effectivement d'une requête au niveau local, c'est-à-dire au Congo, mais la justice fonctionne comme elle fonctionne en régime, disons, autocratique, c'est-à-dire que la justice ne peut pas les trancher. Voilà, donc c'est ça. Je rappelle, Christian, puisque nous parlons en termes de juridiction, il faut tout le rappeler. La juridiction la plus importante, disons la plus imposante au Congo, c'est la juridiction constitutionnelle. Et nous avons dit comment, effectivement, M. Sassou Nguesso, qui tenait absolument à écarter, disons, sa propre constitution de 2002, avait envoyé son petit-fils auprès de M. Debré, Feu Debré, qui est mort là en début du mois, disons, le 25 novembre 2014, pour dire que il voulait sa caution, effectivement, pour justifier, disons, l'abrogation de sa caution. Et, Christian, le juge Debré, je l'ai déjà dit, le juge Debré a dit à son petit-fils, ce jour-là, et c'est rapporté dans son ouvrage, disons, ce que je ne pouvais pas dire. À Hugues Ngolondele, son petit-fils, oui. À Hugues Ngolondele, il lui a dit, mais Christian, mais ils n'en ont jamais parlé. Seulement quand Hollande, qui était le moins bien placé, parce que Hollande est chef d'État, il n'avait aucune compétence juridictionnelle, donc ils mettent sur des grosses affiches ce que Hollande avait dit, mais Sassou Nguesso et son petit-fils n'ont pas dit ce que le président du Conseil constitutionnel français leur avait dit. Par contre, la plus haute juridiction congolaise, le 17 septembre 2015, a rendu cette décision que tous les Congolais connaissent. En rendant, je répète la même chose, la décision la plus imbécile de l'histoire constitutionnelle, universelle, je dis bien, Christian. Parce que l'objet sur lequel Sassou Nguesso leur avait saisi, c'était un objet précis, c'est-à-dire pour savoir effectivement ça. Et la Cour constitutionnelle a rendu la décision sur autre chose qui n'avait rien à voir. Effectivement avec la question que connaissaient tous les Congolais. Et malheureusement. Mais bien, heureusement qu'il existe la Convention Mérida, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors les Congolais peuvent se sentir vraiment, comme il dirait, tranquille à cet égard. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci au professeur Félix Bakunda-Pelé d'avoir encore été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, juriste politologue, consultant constitutionnaliste. Ça a été encore un grand plaisir de vous avoir pour, évidemment, ce décryptage. Merci à tout le monde. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez massivement, s'il vous plaît, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.